Prise 2. Oh! On parle de l'absence et du vide. Vous êtes absent de votre écran pendant un petit court instant. Comment vous êtes senti là-dedans? Ça va-tu bien? On se sent-tu rejeté, trahi, abandonné? Alors, c'est du cute ce matin. On parle du vide et de l'absence et je suis disparu. Peut-être que je vais disparaître encore, de toute façon. On se pratique toute la vie à disparaître. Dans quelques décennies, je vais disparaître. Alors, préparez-vous. C'est ça que ça veut dire renaître. On se répétera pas. Si vous êtes arrivé dans la prise 2, allez voir la prise 1. Il y a comme un petit 5 minutes d'introduction sur Sunyata, le principe bouddhiste de ne pas se fixer sur rien et surtout ne pas s'attacher. Et on va voir aussi cette sagesse de Sunyata comme honorer les espaces de transition, honorer l'absence et le vide, ce qui veut dire que quand on se libère un peu de cet agrégat-là qui est l'ego, la fixation d'un soi, de la surimportance qu'on donne à soi, eh bien, on est capable aussi de se libérer de on va dire, ce comportement quasi compulsif généralisé qui est d'occuper l'espace, de remplir l'espace. Et dans quelques semaines, je m'en vais au Japon et je trouve que c'est une philosophie qui est honorée au Japon encore aujourd'hui. C'est arrêter de surcharger l'espace mental, parce que c'est ça. Arrêter de surcharger la vie, arrêter de se surcharger de relations, de préoccupations, d'occupations, arrêter de surcharger les espaces physiques également. Fait que c'est cette philosophie-là où à l'intérieur de nous, on crée de l'espace, on crée à quelque part du vide. On se détache et l'absence, c'est ça, se créer l'espace dans lequel ça peut vivre, ça peut circuler davantage. Une pensée peut circuler davantage quand il n'y a pas de trop d'agitation, quand il n'y a pas trop de dispersion. L'écoute et la présence peut être plus facile quand dans un groupe, on arrête de tous vouloir être important, puis tout d'un coup, on donne de l'importance aux autres et ainsi de suite. Alors, tous ces principes-là sur vide, absence, cesser de s'agiter, cesser de se fixer sur quelque chose, une attente, un besoin, et ainsi de suite, ça revient aussi à honorer les moments d'absence et les moments donc de transition dans la vie. Puis c'est ça qui est le plus important à retenir, je trouve, dans la philosophie que va nous amener le grand concept de Sunyata. C'est comment honorer le fait que dans la vie, il y a toujours plein de moments d'absence. Il y a l'absence de travail quand on finit de travailler. Il y a l'absence de la famille quand la famille s'en va de chez nous. Là, il va y avoir l'absence de froid bientôt au Québec. On se le souhaite, on sait pas. Puis là, ça va faire place à autre chose. Il y a une personne qui arrive, on fait « Waouh! » Quand elle part, on sent comme l'espace du vide. Alors, cet espace-là, c'est quoi? C'est la fin des relations, c'est la fin d'une tâche, c'est la fin d'un projet, c'est la fin d'une vie qu'on appelle active en termes de réalisation professionnelle pour les gens qui sont à la retraite. C'est l'absence peut-être des gens qui nous quittent, autant un deuil que les enfants qui quittent la maison, qu'un conjoint, une conjointe qui nous quitte, et ainsi de suite, qu'une amitié qui se transforme. Le vide, c'est aussi la distance et l'absence entre moi et les autres, entre moi puis deux tâches, entre moi puis un autre niveau d'activité qui s'en vient. Il y a toujours, dans le bouddhisme, on va contempler finalement la fin de quelque chose, la mort de quelque chose. Et c'est ça, le vide. Et l'ego, il a peur de sa fin à lui. Fait que tout ce qui est toute cette espèce d'agitation, son remplissage là, que j'appelle compulsif, je veux dire plus, mieux, encore, c'est toujours ça son enjeu. C'est lui dans l'absence de pensée, dans la paix, il n'existe plus. Quand il se définit plus par les autres, qui suis-je? Si j'ai plus le regard des autres, là, animaux, société, humains compris, là, tout. Si j'ai plus ce regard-là sur moi, si j'étais là sur une île déserte sans aucun être vivant, là, jusqu'à la fin de mes jours, qui je serais? Si je suis plus là en train de jouer un jeu, puis paraître, puis être récompensé, puis être vu, puis être entendu, puis être important pour les autres. Donc, je dois mourir. Il y a un vide que ça laisse, la projection des autres, l'importance, la reconnaissance, le regard, tout le temps d'approbation que je vais probablement chercher. Et ça parle de notre incapacité, finalement, à honorer le vide et l'absence. Alors, tous les moments de transition, ceux qui vivent bien, là, ceux qui ont ce qu'on appelle la résilience, sont capables de mourir à quelque chose, renaître à quelque chose. Sont capables d'honorer ce moment-là de bascule entre deux espaces,
entre deux relations, entre deux activités. Ultimement, intérieurement, c'est est-ce que je suis capable d'habiter l'espace entre deux pensées, entre deux émotions, entre deux sensations. Et c'est le propre, aujourd'hui, de notre pratique. Parce que pour se renouveler, se réinventer, renaître, il faut être capable d'honorer ce passage, je dirais obligé, dans l'absence, dans ce qui est là, le vide. Et c'est la même chose pour d'un travail à un autre, d'une relation à une autre, d'une occupation à une autre, d'une forme d'identité sur soi à une autre. Il faut mourir à ce que j'étais pour renaître à ce que je suis aujourd'hui. Sinon, qu'est-ce qu'on va faire? On va passer notre temps dans cette fixation-là, à contempler notre vie comme si on contemplait un vieil album, où tout ce qui est là, ça peut être merveilleux, 5 minutes par semaine, se rappeler, mais c'est mort. Fait que si je me fixe sur juste mon passé, je me définis sur tout ce que j'ai fait, c'est pas qui je suis aujourd'hui, ça. C'est ce que j'étais. C'est même pas ce que j'étais. C'est probablement juste ce que j'ai fait. Ce que j'étais, je sais plus. Ce qui m'a habité à ce moment-là, quelle émotion, sensation, humeur, c'est mort aussi. Fait que ce vide-là, c'est d'être capable de respirer sans combler le vide, sans combler l'espace, sans tout le temps s'agiter pour occuper, se distraire. C'est le seul chemin. Et cette semaine, on rentre dans une semaine de grande présence. Avec des plantes médecines, avec des rites de passage, où justement, il faut être capable de vivre cette bascule, ce saut dans le précipice du vide. Le vide qui est comme le je ne sais pas en moi. Qu'est-ce qui m'habite que je ne sais pas encore? Qu'est-ce qui est là que j'ai pas découvert? Quelle révélation, inspiration? Qui suis-je? Juste là. Si je meurs à tout ce que je me radote, tout ce que je me raconte, toutes mes fausses identités, tout mon passé, à quoi je peux renaître, mais complètement nouveau et libre? Et l'accueil du vide, l'accueil de l'espace, c'est ça. C'est comme quand on fait le vide au printemps. On fait le grand ménage du printemps, qu'est-ce qu'on fait? On jette le vieux stock, on jette dans qu'on n'est plus bien, on filtre nos affaires, on donne, puis là, on crée l'espace. Puis là, de ça, si on se précipite pas trop pour combler le vide, on va laisser le temps à la vie pour se refaire. On va voir c'est quoi nos occupations, comment on réaménage notre vie intérieure. C'est la même chose avec notre vie intérieure comme personnelle, intime, là. C'est la même chose dans un jardin. On va nettoyer le jardin. Pourquoi? Pour que le renouveau apparaisse. Sinon, tout est étouffé par le mort. Puis ça reste là. Fait qu'on va juste dégager l'espace. Puis le vivant, il est prêt à renaître. Dans un jardin, on n'est pas là en train de tirer sur les pousses, là, puis les bulbes. On crée l'espace, on nettoie, on crée le vide. Puis là, quand il y a l'absence d'obstruction, tout ce qui demandait à refleurir, revivre, renaître, littéralement de ce qui semblait mort, là, c'est déjà là. On va méditer pour regarder le vide, l'absence. Et ultimement, sans pousser, sans effort, sans tirer sur rien, juste honorer cet espace-là qui naturellement amène peut-être des nouvelles formes de pensée, peut-être des nouvelles inspirations, peut-être des nouveaux élans intérieurs. Apprivoiser le vide et l'absence. Tadadam. Posture de méditation tout le monde. Alors on peut, dans cette posture immobile, peu importe ce qu'elle est pour vous en ce moment, essayer d'être à la fois dans la vigilance et la détente. C'est-à-dire qu'on relâche les tensions, mais on garde un état de présence et de vigilance. On peut imaginer ou prendre le temps même physiquement d'allonger la colonne vertébrale pour que ça respire mieux. Un corps dans lequel ça respire facilement. On peut amener un léger sourire sur les lèvres, comme pour se réjouir d'être vivant en ce moment. De prendre un temps pour reconnecter avec soi-même.
Et on permet au souffle de se faire de façon encore peut-être un peu plus profonde, un peu plus naturelle, en relaxant les épaules. On peut relaxer la poitrine, on peut relaxer le ventre et laisser la vie se renouveler. Et on peut être encore un peu plus attentif aujourd'hui à l'expiration qui fait place au vide et à l'absence. C'est impossible de tout retenir après l'inspiration si on veut que, à nouveau, ça respire. Alors il faut libérer à chacune des expirations ce qui est désuet, mort, inutile. Permettre le vide pour naturellement à nouveau inspirer et renaître à chacune des inspirations. Et je peux amener l'attention à contempler ce court instant à la fin de l'expiration. Le vide et l'absence. Lorsque j'ai terminé d'expirer, de relâcher, et tout en contemplant le souffle, la respiration et les sensations de la respiration, je peux davantage activer la présence et la vigilance. Dans ce court moment de pause, de centration, à la fin de l'expiration, quand j'ai fait le vide, ce moment nécessaire pour qu'à l'inspiration je renaisse, je fasse le plein de nouvelle énergie, comme quoi il est impossible de fixer le souffle. Si je le fixe, si j'arrête le cycle de la respiration, je meurs. Si je fixe mon être, mon identité, j'essaie de fixer les autres, retenir et saisir mes relations, la vie telle qu'elle est. J'empêche l'évolution, j'empêche la transformation. Je suis déjà mort. De la même façon, je peux contempler
et amener mon attention sur l'espace d'absence de pensée, comme entre les pensées. Même si l'ego, ma fausse identité, a peur de mourir dans le vide intérieur, je peux réaliser qu'il est toujours là. Ce grand silence, ce grand vide. Entre les pensées, quand il y a des courts moments d'absence et de silence, juste avant que l'ego compulsivement fasse du bruit, par peur de mourir, je suis toujours là. Peut-être dans un état de présence encore plus grand que celle où je suis agité, dispersé. Et j'essaie d'amener l'attention et de rester le plus longtemps possible en présence. Qui est là? Qu'est-ce qui est là? Entre deux pensées. Et je peux élargir ma compréhension du vide, de l'espace où plus rien n'est fixe. Tout est mouvement. Le mouvement de vie, le mouvement d'évolution. En pensant à ma relation avec le vide et l'absence. Qui suis-je à la fin d'une journée quand l'agitation, l'activité, tout ce qui m'occupe disparaît ou ralentit? Comment je reviens à la présence ou non? Comment je savoure la fin de mes journées? Parle beaucoup de ma relation avec le vide et l'absence. Est-ce que je cherche de m'agiter ou m'occuper? Je reste sur mon téléphone jusqu'à presque tomber endormi ou je suis capable de laisser disparaître, ralentir la journée, quitter les relations, dans l'absence d'occupation, qui suis-je? Est-ce que je suis capable de revenir à la présence, au calme, au silence?
sans m'agiter ou me distraire. Et je peux aussi prendre conscience dans ma vie comment j'honore l'absence, le vide, la fin d'une rencontre, la fin d'une relation, la fin d'un projet ou d'une étape de vie. Quelle est ma relation avec le vide et l'absence? Que je rencontre à chaque fois que quelque chose se termine. Est-ce que je vois le vide avec peur ou anxiété? Est-ce que je le sens comme de l'abandon? Ou est-ce que je suis capable de célébrer ce moment comme un retour à la présence? Un retour au calme, à l'espace, au possible mais inconnu renouveau. Comment je vis les fins, les deuils, le vide. Et vous pouvez doucement relâcher votre attention sur l'objet de méditation et juste prendre quelques respirations plus profondes. Le son de la cloche dans les traditions tibétaines et zen représente le vide, l'absence d'espace qui est nécessaire au son, à la vibration pour exister, venir jusqu'à moi. Et le Om est également l'absence et l'espace, la fréquence d'être la plus subtile. Et on peut doucement ramener un sourire sur les lèvres, se réjouir de notre pratique. Amener les mains en namasté, on peut les frotter légèrement ensemble. Amener cette belle chaleur au cœur, inspirer par les narines pour expirer bouche. Et inspirer pour faire vibrer le son Om. Namasté, une belle sangha d'amour ici, à la maison. Je vous rappelle que si vous avez écouté, vous êtes plongé dans ce vidéo et cette pratique, il y a une prise 1 qui est une petite introduction de 5 minutes qui est séparée de celle-ci.
pour une raison encore inconnue. Alors, il y a 2 vidéos pour la pratique de cette semaine. Vous pouvez aller voir, il y a un défi qui s'appelle Renaître, qui va commencer dans quelques semaines, qui est 21 jours de méditation. Vous pouvez aller voir ce qui est là, c'est dans le commentaire, lien texte sur la vidéo. Et je vous souhaite une belle semaine à honorer le vide et l'espace qui est là. À la fin de la journée, quand quelqu'un vous quitte, quand une action s'achève, juste prendre le temps, encore peut-être plus qu'avant, cette semaine, de prendre conscience de votre réaction. Comment ça s'agite, ça résiste, ça honore, ça se détend, ça se tend. Qui êtes-vous dans l'absence et le vide? Namasté, mes beaux amours.